Bonjour amis de l'histoire antique, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur les Tochariens, un mystérieux peuple indo-européen qui vivait en Chine occidentale dans le bassin du Tarim, dans l'actuel Xinjiang, et dont la culture s'épanouit de la proto-histoire jusque vers 800 de notre ère. Et donc les Tochariens sont particulièrement fascinants de par leur identité ethnique unique aux confins de l'Asie centrale, et leur langue indo-européenne qui est assez distincte des autres langues indo-européennes connues, ce qui ne manque pas de soulever des questions sur les migrations à la proto-histoire. Par ailleurs, leur position géographique favorisa les interactions entre diverses civilisations telles que les gréco-bactriens, les Sakas, les Chinois et les Indiens. Et les Tochariens jouèrent un rôle crucial dans les échanges commerciaux le long de la route de la soie, agissant comme des intermédiaires entre l'Est et l'Ouest. Enfin, pour compléter le tableau, les Tochariens adoptèrent le bouddhisme à partir du début de l'ère commune. Et donc ce peuple méconnu reçut tout de même un certain écho médiatique à la fin des années 1990 grâce à la découverte de corps momifiés de type europoïde dans le bassin du Tarim et qui datent pour les plus anciennes de 2000 avant notre ère. Alors beaucoup de chercheurs et de commentateurs considèrent qu'il s'agit des ancêtres des Tochariens. Pour autant, de récentes recherches paléogénétiques n'ont pas prouvé le lien direct escompté entre ces populations et les Tochariens. Donc on y reviendra en fin de vidéo. Alors quoi qu'il en soit, le sujet des Tochariens est assez complexe et propice au débat. Je vais donc m'efforcer de clarifier tout ça. Alors concernant mes sources, je m'appuierai sur des pages Wikipédia, la plupart en langue anglaise, qui sont en l'occurrence plus complètes et mieux sourcées à ce sujet que les pages françaises qui laissent un petit peu à désirer. Et je m'appuierai également sur un article d'un indo-européaniste reconnu, Bernard Sergent, lien en description, même si celui-ci identifie les locuteurs de la langue tocharienne aux Sers, un peuple antique de l'ouest de la Chine, hypothèse que je n'évoquerai pas ici par souci de simplification. Donc voyons en premier thème la terminologie. En effet, au départ, le nom tocharien fut donné à deux langues anciennes très proches, l'agnéen, dit langue A, et le koutchéen, dit langue B, donc des langues qui furent redécouvertes au début du XXe siècle par un savant allemand qui identifia leur locuteur avec un peuple connu dans les sources grecques sous le nom de Tocharoï et qui habitait la Bactriane, donc l'Afghanistan actuel, au deuxième millénaire avant notre ère. Alors cette identification est généralement considérée comme erronée car les Tocharoï de Bactriane parlaient le bactrien, une langue iranienne orientale assez différente du tocharien. Mais le nom tocharien est tout de même resté le terme utilisé couramment pour désigner ces deux langues et donc leurs locuteurs. Leur nom ethnique réel reste inconnu, mais certains pensent qu'il pourrait s'agir d'Ani et de Kouchi, d'après des textes en sanskrit, termes qui désignaient deux royaumes du bassin du Tarim. Ceci explique que on puisse les appeler aussi agno-koutchiens. Et par souci de simplification, j'emploierai le terme de tocharien. Donc la civilisation tocharienne demeure assez méconnue, même si des ruines et des grottes livrèrent un grand nombre d'informations de l'époque bouddhique, donc dans les premiers siècles de notre ère. Enfin, beaucoup de chercheurs rattachent les Tochariens aux Yuezhi, bien connus les textes chinois, et qui fondèrent l'empire Kushan dans le nord de l'Inde, empire qui s'étendit du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 3e siècle après notre ère. Même si l'hypothèse tocharienne rapport aux Yuezhi ne fait pas forcément consensus, mais bon, je partirai du principe que les Yuezhi sont bien au départ des locuteurs des langues tochariennes. Et donc j'évoquerai ces Yuezhi dans une autre partie. Voyons en deuxième thème
les questions étymologiques et linguistiques. Donc comme on l'a vu au début du XXe siècle, des archéologues découvrirent des manuscrits écrits sur des feuilles de papier d'origine chinoise qui provenaient d'anciens oasis situés dans le bassin du Tarim, donc au nord-ouest de la Chine. Donc ces manuscrits sont écrits dans deux langues indo-européennes qui sont proches, mais qui sont jusqu'à cette époque-là inconnues. Mais en fait, elles étaient faciles à lire car elles utilisaient le brahmi indien qui était déchiffré à l'époque. Et donc la première de ces langues, dite langue A, fut appelée l'Ani, du nom d'un royaume, évoqué dans les sources en sanskrit. La deuxième, dite langue B, fut appelée Kouchéen, du nom de Koucha, une des principales villes de la région. Et donc les érudits de l'époque rattachèrent ces deux langues, clairement indo-européennes, aux Tochariens, un peuple prétendument scythique mentionné par Strabon et par Claude Ptolémée, donc deux géographes, comme ayant envahi le royaume gréco-bactrien au milieu du IIe siècle avant notre ère. Et donc des termes apparentés à Tocharien apparaissent également dans les langues indo-iraniennes, en sanskrit et en vieux perse, sachant que le Tokharistan désignait la Bactriane du premier millénaire. Alors d'autres sources anciennes provenant de peuples voisins du Tarim mentionnent des peuples assimilés aux Tochariens. Ainsi, une œuvre bouddhiste en vieux turc, langue que parlaient à l'époque les Ouïghours, indique qu'un texte avait été traduit du sanskrit via la langue des Dogaris. Ensuite, des textes de la religion manichéenne, écrits dans diverses langues, utilisaient l'expression pays des quatre Togars pour désigner la région correspondant au bassin du Tarim. Et donc la plupart de ces textes en langue A et B, qui datent du début du premier millénaire de notre ère, sont d'inspiration bouddhiste. On trouve également des documents administratifs, économiques et juridiques, des textes médicaux ou magiques et même un poème d'amour. Alors certains chercheurs supposent que la langue A était une langue liturgique, donc on dirait une langue morte à l'époque, et la langue B une langue vernaculaire. Voyons en thème numéro 3 la question des origines et l'identification des Tochariens. Donc l'étude des deux langues dont on vient de parler permet de comprendre que les Tochariens se séparèrent en fait très tôt des autres Indo-Européens, probablement dès le 5e millénaire. Alors les premiers Tochariens appartenaient au même grand groupe que les proto-germains, les proto-celtes, les proto-italiques et les proto-baltes. Puis ils vécurent non loin des proto-anatoliens, comme les Hittites, et des proto-grecs, comme le révèlent certains points communs linguistiques. Alors, l'originalité linguistique des Tochariens tend à démontrer l'ancienneté de leur arrivée dans le bassin du Tarim, daté vers 2000 avant notre ère. Alors, les premiers Tochariens peuvent être identifiés avec la culture d'Afanassievo, donc de Sibérie du Sud et du Kazakhstan. Cette culture qui s'épanouit de 3200 à 2500 avant notre ère et qui était fortement liée à la culture Yamna, comme le montrent leurs usages funéraires et la présence de grands tumulus appelés kurgan. La langue tocharienne montre également quelques points communs avec les langues ouraliennes, qui sont non indo-européennes, et dont sont issus le finnois, le hongrois et l'estonien actuel. Et donc cette influence ouralienne proviendrait de la culture d'Afanassievo, qui représentait une phase intermédiaire dans le mouvement des locuteurs du tocharien précoce depuis le foyer proto-indo-européen de la steppe pontique vers le nord-ouest de la Chine. Alors la culture subéchi est vue comme une candidate crédible pour être la prédécesseur directe des Tochariens de l'âge du fer. Et donc cette culture, qui possède une ascendance Afanassievo, se développa de 1100 à 100 avant notre ère à l'ouest du bassin du Tarim et montre des similitudes avec la culture scythique dans l'équipement des chevaux et l'usage de l'arc.
Et donc cette culture est d'ailleurs réputée pour avoir délivré parmi les plus anciennes celles de cheval jamais retrouvées. Alors, à voir que s'ils partagent une localisation en Asie centrale, les Tochariens et les Indo-Iraniens n'appartiennent pas au même groupe linguistique. En effet, les Tochariens font partie du groupe dit Kentum, des langues indo-européennes, avec les langues d'Europe occidentale comme le grec, le latin, le celte ou le germain, tandis que les Indo-Iraniens font partie du groupe dit Satem, avec les langues d'Europe orientale et d'Asie comme le perse, l'indo-arien ou le slave. Alors, il convient d'expliquer rapidement la différence entre les langues dites Kentum, terme qui signifie sang en latin, et les langues dites Satem, terme qui signifie aussi sang en avestique, l'ancêtre du perse. En fait, ces termes sont utilisés pour classer les langues indo-européennes en fonction de la façon dont elles traitent le son de la lettre K. Puisque les langues dites Kentum conservent le son K d'origine, comme dans le latin, le grec ou le germanique. En revanche, les langues Satem changent le son K en un son plus proche de S, comme dans l'indo-iranien, le slave ou le balte. Alors, la découverte des langues tochariennes puis le déchiffrement du hittite en 1917, donc qui sont deux langues Kentum, confirma que l'origine de l'innovation Satem est à situer dans les steppes entre la mer Noire et la mer Caspienne, ce que vous pouvez voir en rouge sur la carte. Donc cette différence avec les Indo-Iraniens n'est pas que linguistique. Elle existe aussi sur le plan génétique, comme l'atteste une étude génétique publiée en 2019 portant sur des individus ayant vécu au début de notre ère dans le Xinjiang. Et ces preuves confirment que les auteurs anciens comme Strabon se trompaient en parlant des Tochariens comme appartenant à la famille des peuples scythiques. Voyons en thème numéro 4 l'histoire des Tochariens. Donc les Tochariens vivaient dans le bassin du Tarim, un immense bassin fluvial endoréique, c'est-à-dire dont les eaux ne se jettent pas dans la mer. Et le centre de ce bassin est occupé par le désert du Taklamakan, surnommé la mer de la mort. Et durant l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, la région comptait de nombreux oasis, mais il n'en reste plus aujourd'hui que des vestiges. Et donc la population se concentrait dans les oasis du nord du bassin. Alors les textes chinois du premier millénaire décrivent pour la région du Tarim des populations de grande taille avec des yeux bleus ou verts, des nez longs, des barbes et des cheveux roux ou blonds, ce qui coïncide avec leurs origines indo-européennes. Alors il y a eu rarement d'État unifié dans cette région à cause de sa grande étendue et de la difficulté pour voyager d'une oasis à une autre. Et donc des royaumes et des cités-États prospéraient, et ces États tiraient bénéfice de la route de la soie qui traversait leur territoire et profitaient également de la fertilité des sols dans les oasis et de nombreuses mines d'or, de cuivre, de fer et d'argent. Et les voyageurs chinois du début du Moyen-Âge étaient frappés par la ville de Kucha et par son palais richement décoré d'or et de jade. Alors la culture tocharienne était marquée au début de notre ère par la coexistence du bouddhisme et du nestorianisme, une doctrine chrétienne. Alors, les Tochariens adoptèrent le bouddhisme à partir du début de l'ère commune, et cette adoption eut lieu au moment où la région connaissait une expansion du bouddhisme, même chose dans toute l'Asie centrale. Et donc cette expansion du bouddhisme fut favorisée par les échanges le long de la route de la soie. Et donc les Tochariens jouèrent un rôle significatif dans la propagation et la préservation du bouddhisme en Asie centrale et en Extrême-Orient. Puis, à partir du milieu du premier millénaire de notre ère, les cités tochariennes commencèrent à péricliter, victimes de l'assèchement climatique et de l'avancée du désert. Et de toutes ces resplendissantes cités, il ne reste aujourd'hui que des fondations enfouies dans le sable. Alors, à voir qu'au cours du IIe siècle avant notre ère, l'arrivée des Xiongnu, une confédération de peuples nomades turco-mongols, entraîna un effet de domino dans toute l'Asie centrale en poussant vers l'ouest les Tochariens, mais aussi les Parthes, qui occupèrent bientôt la partie orientale de l'Empire séleucide. Et donc parmi ces populations turco-mongoles coexistaient le bouddhisme et le tangrisme, la croyance des élites des Huns, des proto-bulgares et des premiers magyars.
Et donc toutes ces populations furent par la suite islamisées. Alors, au cours du premier millénaire, une autre vague migratoire de Saka, c'est-à-dire des sites d'Asie, arriva de l'ouest pour s'installer le long du Tarim. Et on pense que ces Sakas sont à l'origine d'emprunts iraniens dans les langues tokhariennes, notamment dans les domaines du commerce et de la guerre. Enfin, au IXe siècle de notre ère, eut lieu une émigration massive des Tokhariens, probablement vers le sud-ouest, dans le pays des anciens Kushan, dans les actuels Tadjikistan et Afghanistan, régions restées jusqu'à nos jours de langues indo-européennes. Alors, ce processus démographique entraîna l'extension de la langue tokharienne, mais les circonstances exactes de leur disparition restent inconnues. Voyons en thème numéro 5 les Uézis et l'Empire Kushan. Alors, une tradition historique majoritaire assimile les Uézis aux Tokhariens du royaume d'Ani en se basant sur des similitudes linguistiques et culturelles. Alors, ces Uézis furent mentionnés pour la première fois dans les sources écrites au IVe siècle avant notre ère dans des chroniques chinoises. Donc les Uézis, qui parlaient probablement une langue indo-européenne, soit le tokharien, soit une langue indo-iranienne, vivaient à cette époque comme des pasteurs nomades dans les prairies du nord-ouest de la Chine, dans la province moderne du Gansu. Mais il faut noter qu'il n'existe pas de témoignages écrits directs de leur langue. Donc les sources historiques décrivent leurs déplacements, leurs relations avec d'autres peuples et les événements politiques liés à leur histoire, mais bien peu d'éléments concernant leurs origines ou leur appartenance sont connus. Donc l'origine du mot Uézi demeure incertaine et pourrait être la transcription phonétique chinoise du véritable ethnonyme de ce peuple. Et donc les Chinois de l'Antiquité n'eurent jamais à les affronter et ils les connaissaient surtout comme étant des pourvoyeurs de chevaux dont ils disposaient en grand nombre. Alors après une grave défaite face aux Xiongnu en 176 avant notre ère, les Uézis se scindèrent en deux groupes migrant dans des directions différentes. Donc, ce qu'on appelle les petits Uézis et les grands Uézis. Et donc ces derniers formèrent l'empire Kushan en Asie centrale et au nord de l'Inde, sachant que les Kushan sont l'une des tribus des grands Uézis. Et donc les petits Uézis vécurent principalement dans le centre de la Chine. Et ces groupes Uézis subsistèrent durant un millénaire et conservèrent ce caractère guerrier qui avait permis à leurs ancêtres de bâtir un empire. Et aujourd'hui, on trouve au nord-est du Tibet des individus aux cheveux clairs et aux yeux bleus, peut-être des descendants des petits Uézis. Alors les grands Uézis atteignirent le royaume gréco-bactrien, ce qui est tout à fait attesté par les sources grecques, dans donc, le territoire de l'Afghanistan actuel, autour de 135 avant notre ère, et ils en chassèrent les Gréco-Bactriens, qui donc se réinstallèrent dans la vallée de l'Indus pour former les royaumes indo-grecs. Et donc l'empire Kushan était centré autour des actuels Afghanistan, Pakistan et Inde du Nord, et il prospéra entre le 1er siècle et le 5e siècle de notre ère. Mais la chronologie reste assez incertaine. Et donc à cette époque, les élites Kushan parlaient le grec en plus de leur langue d'origine, et les rois frappaient monnaie dans le style gréco-bactrien. Alors le souverain Kushan le plus réputé s'appelle Kanishka, et celui-ci assimila à son empire l'héritage culturel hellénistique des gréco-bactriens. C'est intéressant parce qu'il portait à la fois le titre chinois de fils du ciel, le titre iranien de roi des rois et le titre indien de Maharaja. Et les talibans détruisirent en 2000 sa statue, une pièce unique du musée de Kaboul, mais des images en subsistent. Et donc à partir du IIIe siècle de notre ère, l'empire Kushan commença à se fragmenter. Vers 220-240, les Perses sassanides envahirent la Bactriane et le nord de l'Inde, puis vers 270, les Kushan perdirent leur territoire dans la plaine du Gange, où l'empire Gupta s'établit autour de 320. Donc au milieu du IVe siècle, la vieille dynastie Kushan fut renversée par un de ses états vassaux, et les derniers vestiges de l'empire Kushan furent finalement balayés au 5e siècle par les invasions des Huns. Alors on les appelle les Huns blancs pour les distinguer des Huns qui sont allés plutôt vers l'Europe, et plus tard par l'expansion de l'islam. Alors l'empire Kushan jouissait d'un grand prestige, mais les sources chinoises commencèrent à parler de lui qu'au moment où il s'effondra.
expliquant que nous disposons que de peu de renseignements à son sujet. Malgré tout, les Kushan ne disparurent pas puisqu'ils s'assimilèrent aux populations indo-aryennes qui étaient préexistantes en Inde du Nord. Alors, les Kushan jouèrent un rôle important dans le développement du commerce sur la route de la soie et dans l'introduction du bouddhisme en Chine. Pour autant, les coutumes des Kushan restent inconnues. Alors, nous savons de manière générale que les Uezi, on dira les Kushan, possédaient une cavalerie montée, comme celle des Scythes et des Saka, et que certains rois des petits Uezi étaient qualifiés de divins, et que lors d'un deuil, comme chez les Turcs ou les Mongols, les proches du défunt sacrifiaient des animaux et montaient à cheval pour pousser des hurlements et se taillader le visage. Alors pour revenir à la connexion entre Tokariens et Uezi, celle-ci demeure en fait difficile à prouver car les nombreux mouvements de population dans cette région au fil du temps rendent complexe la confirmation d'un lien direct entre ces deux groupes. Alors de nombreuses hypothèses sont proposées par les historiens quant à l'origine des Uezi, mais aucune ne fait largement consensus. Alors, une première famille d'hypothèses lie les Uezi à divers peuples nomades de la steppe d'Asie, dont certains parlaient des langues iraniennes, et certains chercheurs, assez minoritaires, les lient notamment aux Massagètes, donc on dirait un peuple d'origine scythique, aux Sarmates, même chose, un peuple d'origine scythique, aux Gètes, et même aux Goths. Alors une autre hypothèse, cette fois-ci majoritaire, suggère une connexion entre les Uezi et les Tokariens. Alors il reste tout de même possible que les Uezi, après leur invasion de la Bactriane, passèrent à la langue bactrienne de la famille indo-iranienne en remplacement du tokarien. Et donc pour étayer cette hypothèse, un texte chinois retrouvé à l'extrémité orientale du bassin du Tarim mentionne que le royaume agnéen était appelé Uedi. Voyons en dernier thème les momies du Tarim. Donc ces fameuses momies datent des 2e et 1er millénaires avant notre ère, et une hypothèse encore largement partagée voit dans le peuple des momies l'ancêtre des Tokariens. Alors, ces momies naturelles furent découvertes au cours du XXe siècle par centaines en Chine occidentale dans le bassin du Tarim, près des anciennes oasis fluviales du désert du Taklamakan. Alors, en 2003, la découverte de la momie dite de la princesse de Xiaohe eut un retentissement mondial par la beauté de ses traits. Ces momies présentent une apparence physique clairement europoïde, indiquant une origine provenant de l'ouest de l'Eurasie. En tout cas, c'est la thèse de départ. Alors, la culture matérielle du peuple des momies montre aussi nettement des traits caractéristiques des peuples indo-européens de l'ouest de l'Eurasie, comme l'utilisation du cheval, de la roue, du bronze, de techniques de tissage. Alors, les cadavres furent en fait naturellement desséchés et momifiés du fait de leur inhumation dans des sables desséchants. Et l'environnement aride et le sol salé permirent de transformer les corps en momies qui permettent d'avoir un aperçu incomparable sur la vie et l'apparence des peuples proto-historiques. Elles ont même été décrites par certains spécialistes comme étant les mieux préservées du monde. Donc une hypothèse fait de ce peuple des momies les ancêtres des Tokariens. En effet, l'originalité linguistique des Tokariens, on l'a vu, tend à montrer l'ancienneté de leur migration vers le bassin du Tarim. Et si cette hypothèse s'avère juste, la langue du peuple des momies serait une forme de proto-tokarien. Et donc la culture indo-européenne la plus ancienne connue près du Tarim est la culture d'Afanasievo, située en Sibérie méridionale. Et donc il est envisageable que le peuple des momies en soit issu. Alors d'autres chercheurs restent cependant réservés puisque ces indices ne constituent pas de preuves formelles. Enfin, certains chercheurs restent réservés quant à cette thèse dans la mesure où 1500 ans séparent ces momies des premiers textes en tokarien. Alors, il y a même des théories plutôt fantaisistes qui relient le peuple des momies aux Celtes, étant donné les techniques de tissage employées qui ressemblent énormément aux techniques qu'on retrouve en Écosse. Mais cette ressemblance serait due à un héritage commun très ancien, donc des millénaires avant notre ère, et conservé de façon indépendante aux deux extrémités de l'ère de peuplement indo-européen.
Alors finalement, ce débat a été en partie tranché par des études paléogénétiques, puisque à la date de 2021, une étude paléogénétique a analysé les momies du Tarim, et notamment les plus anciennes, donc datées entre 2100 et 1700. Et les résultats indiquent avec surprise que ces momies en fait constituent un groupe génétiquement isolé, dont les ancêtres auraient occupé la région du lac Baïkal il y a environ 9000 ans. Et donc contrairement aux hypothèses liant l'origine de ces momies à des populations de langue proto-tokarienne, les données suggèrent en fait que les premières cultures du bassin du Tarim émanent d'une population locale génétiquement isolée. Et cette population aurait adopté des pratiques agricoles et des techniques artisanales des peuples indo-européens voisins liés à la culture d'Afanassievo. Alors, les caractéristiques physiques europoïdes attestées de ces momies sont en fait attribuées à leur lien avec le pool génétique du groupe dit ancien nord-eurasien, ou ANE, qui remonte au Paléolithique supérieur, donc une période allant de 24 000 à 15 000 ans avant notre ère. Et donc ces résultats remettent en question les liens simplistes entre la génétique, la culture et la langue, et soulèvent des incertitudes quant à la langue parlée par les populations du Tarim à l'âge du bronze. Mais les preuves matérielles retrouvées dans les tombes du Tarim suggèrent bel et bien une influence indo-européenne amenée par les populations de la culture d'Afanassievo à partir de 3000 avant notre ère. En guise de conclusion, il serait tentant d'imaginer les Tokariens, quel que fût leur véritable nom, comme des sortes de Celtes, se battant comme des Scythes et vivant comme des bouddhistes. Alors le fait que des populations européides puissent avoir vécu en Chine ne manque pas de susciter des débats à visée politique et idéologique, quand bien même les autorités chinoises semblent avoir été rassurées par les dernières découvertes génétiques. La Chine ancienne ne fut jamais véritablement européenne et les Ouïghours ne descendent pas des Tokariens. Alors, finalement, les Tokariens, donc les plus orientaux des Indo-Européens, fascinent encore les chercheurs par leur présence énigmatique dans l'histoire. Alors, bien que leur origine ethno-linguistique soit encore sujette à débat, leur contribution à la richesse culturelle de l'Asie centrale est indéniable. Et donc leur interaction avec diverses civilisations, leur adoption du bouddhisme et leur habileté dans les échanges commerciaux leur confèrent une place singulière dans le tissu complexe de l'Asie centrale. Alors leur histoire demeure une énigme captivante qui invite à la réflexion sur les dynamiques complexes des migrations, des influences culturelles et des échanges socio-économiques à la protohistoire jusqu'au Moyen-Âge. Et leur disparition, enveloppée de mystères, suscite encore de nombreux questionnements. Alors bien que les vestiges archéologiques, les inscriptions et les récits historiques évoquent une civilisation florissante, la destinée des Tokariens demeure donc insaisissable. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements et vos likes, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.